Bon, ma mère a dit que je m'habillais pas assez bien, que je faisais pas assez d'efforts pour être apprêtée pour parler de la famille royale, donc j'ai mis des perles et une couronne, j'espère que c'est suffisant. J'ai pas signé pour ça non plus, hein. Donc nous entamons la deuxième partie, debout bien que blessé. Il va y avoir de la souffrance. C'est en février 2007 et il est annoncé qu'Harry va partir en Irak. La moitié des Britanniques trouve ça horrible qu'on envoie le pauvre Harry à la guerre. L'autre moitié trouve ça très bien parce qu'il a été formé en tant que soldat et il ne voit pas pourquoi il n'irait pas à la guerre, ce qui est logique. S'il doit mourir, qu'il meure, tel était leur avis. L'ennemi partageait clairement ce sentiment. Donc les insurgés sont ravis que Harry aille en Irak. Un des chefs s'est même fendu d'une invitation en bonne et due forme. Nous attendons avec grande impatience l'arrivée du jeune et beau prince gâté. Il disait avoir des projets pour moi, il me kidnapperait et pour la suite il déciderait plus tard torture, demande de rançon, exécution. L'auteur de l'invitation concluait par la promesse que le beau prince serait rendu à sa grand-mère sans ses oreilles. Je crois qu'ils ont confondu avec Charles. Pardon. Il est furieux et ça lui a rappelé le jour où un ami lui avait suggéré de se faire recoller les oreilles pour prévenir ou corriger la malédiction familiale. Il a les oreilles décollées, Harry? Oh, attendez. Est-ce qu'il a les oreilles décollées? Il est où mon téléphone? Ah bah, je suis bête. Je filme avec. Oh mon Dieu. Harry et moi avons beaucoup de points communs. Attendez, il faut que je vérifie s'il a les oreilles décollées. Moi, j'ai pas le souvenir qu'il a les oreilles décollées. Je pense que c'est important de vérifier les informations. Bah, elles sont pas décollées, ses oreilles. N'importe quoi. Il fait que se plaindre. Je vous invite à aller regarder et à donner votre avis sur les oreilles du prince Harry. Moi, pour moi, elles sont pas décollées. Regardez, elles sont normales, ces oreilles. C'est ce que j'appelle des oreilles décollées. Mais il a fait ça pour qu'on dise, mais il a pas les oreilles décollées. C'est ça, en fait. Je me suis fait avoir. Pardon pour cet aparté auriculaire. Donc il n'a pas voulu se faire recoller les oreilles qui n'étaient pas décollées. Un autre chef des insurgés a évoqué sa mère. Il lui a conseillé de suivre son exemple, de s'éloigner de sa famille. Rebelle-toi contre les impérialistes, Harry. Visiblement, il a écouté un chef de guerre insurgé irakien. Évidemment, il devient la cible de tous les insurgés. Tous les snipers d'élite, etc., veulent absolument tuer Harry parce que il est célèbre. Et c'est le petit-fils de la reine. Donc ils veulent plus qu'il y aille, parce que comme il est devenu la cible, ça veut dire que les soldats qui sont avec lui sont la cible aussi, donc c'est devenu un aimant à balles. Il est anéanti. Ah bah il va pas faire la guerre alors? Mais si, il va la faire, puisqu'on sait qu'il a tué des talibans. Bon, et la presse dit qu'il est lâche et que finalement il veut plus faire la guerre. Chapitre 2. Il a hésité à quitter l'armée. Quel intérêt y avait-il à rester si je ne pouvais pas être soldat? Bah aucun, c'est vrai. Il en discute longuement avec Chelsea qui ne lit plus la presse. Elle était tiraillée. D'un côté, elle est soulagée, de l'autre, elle sait à quel point Harry tenait à être là pour son équipe. Elle sait que je m'étais longtemps sentie persécutée par la presse et que l'armée avait été ma seule planche de salut, mon exutoire. Willy, en tant que soldat, compatissait, mais en tant que frère, en tant qu'aîné à l'esprit de compétition exacerbé, il ne parvenait pas à regretter complètement que les choses aient tourné ainsi. Mais c'est fou comme il est obsédé par l'esprit de compétition avec William, alors que moi je prends pas parti, j'en aime aucun, mais c'est William qui va être roi. Donc il a déjà gagné. Désolé Harry. La plupart du temps, Willy et moi n'avions rien à faire de toutes ces histoires absurdes d'héritiers de suppléants. Ouais, William peut-être. Mais de temps en temps, je déchantais en me rendant compte qu'en un sens, tout ça comptait beaucoup pour lui. Je vois pas où est la compétition. Je veux pas faire de la peine à Harry et je veux pas supporter William parce que je suis anti-monarchiste. Mais William, il va être roi. Il a toujours été exemplaire dans le sens, voilà, il n'y a rien qui dépasse, il est
propre, il s'est trouvé une femme qui est comme lui, on dirait monsieur et madame parfait, il a bien réussi à l'école, bon, il est chauve, d'accord. À part ça, alors que à l'opposé, Harry, bien qu'il ait encore des cheveux, il était nul à l'école, c'était le boulet dans la presse, il s'est déguisé en nazi, on l'a vu tout nu dans les couloirs de je sais plus où, il en a pas parlé encore. Alors, comme il est triste, il va boire de la vodka Red Bull et du gin tonic. On le prend en photo quand il sort des boîtes, des pubs et des soirées privées. Et le lendemain, quand il se réveille, il y a des tabloïds qui les mettent en photo complètement bourrés. Bah oui, mais bon. Donc il est traumatisé par les photos des paparazzi. Le pire, c'était le son du déclencheur quand elle était prise, la photo. Ce clic horrible par-dessus mon épaule, dans mon dos ou dans un coin de mon champ de vision, à chaque fois je frémissais et mon cœur s'emballait. Mais après Sandhurst, ça m'a fait le même effet qu'un fusil qu'on arme ou que la lame jaillissant d'un cran d'arrêt. Et dans la foulée, un peu plus pénible encore, un peu plus traumatisant, il y avait le flash aveuglant. Non mais je comprends, ça doit être pénible, j'ai jamais vécu ça, j'ai jamais eu des paparazzi qui me couraient après pour me prendre en photo, mais je sais pas. Donc il est au 36e dessous parce qu'il est rejeté de l'armée à cause du fait qu'il est devenu une cible. Alors là, les paparazzi ont commencé à le frapper avec leurs appareils photo pour le provoquer. Ils me frôlaient, me donnaient une petite gifle, me bousculaient, me flanquaient même carrément une baigne, en espérant me voir me révolter, en espérant que je riposte. Car la photo n'en serait que meilleure et plus lucrative. Non, ça c'est dégueulasse. En 2007, un cliché de moi se vendait dans les 30 000 livres, de quoi pouvoir verser un apport pour un appartement. Mais une photo de moi me montrant agressif en prime, c'était un apport pour une maison à la campagne. Bah oui, mais il faut mieux payer les journalistes aussi, hein, ils n'auraient pas besoin de faire ça. Une fois, il s'est battu avec des paparazzi et son garde du corps lui a dit « Tu les as rendus riches, Harry, t'es content ». Il dit qu'ils se sont radicalisés quand il est devenu adulte, comme les jeunes hommes en Irak s'étaient radicalisés. Leur mollah à eux, c'était leur rédacteur en chef, ceux-là même qui avaient fait le serment de s'amender après la mort de maman. Ils avaient promis publiquement de ne plus jamais lancer leur photographe dans les courses-poursuites et à présent, 10 ans plus tard, les vieilles habitudes étaient de retour. Donc à un moment donné, il sort d'un club, ils étaient 20, il se jette sur le capot, une capuche sur la tête et le visage caché derrière l'écharpe d'un club de foot, l'uniforme des terroristes aux 4 coins du monde. Alors là, il parle d'un de ses gardes du corps qui s'appelle Billy et qu'il surnomme Billy le Rock. On est encore dans la masculinité toxique, ça y est, on a trouvé un nouveau Johnny Bravo, parce qu'il était solide, parce qu'on pouvait vraiment compter sur lui. Billy s'est jeté sur une grenade que quelqu'un dans la foule a lancée dans la direction de Harry, mais c'était pas une vraie grenade. Alors pour échapper aux paparazzi, il propose à ce qu'on le mette dans le coffre d'une voiture, et apparemment Diana le faisait aussi, elle se faisait embarquer dans des coffres de voiture. Chapitre 3, c'est le 10e anniversaire de la mort de Diana. Et il va y avoir un concert en son honneur. Ils font ça à Wembley. Les artistes de premier plan, Elton John, Duran Duran. Oui, alors en 2007, je suis pas sûre. Ah, Elton John arrive. Il voulait pas chanter Candle in the Wind parce qu'il trouvait ça morbide. Donc il a chanté Your Song. Chapitre 4. Il part au Botswana avec Chelsea. Il loge chez TJ Mike avec Addie. Pour rappel, TJ Mike, c'est le couple d'aventuriers, mais qui ne sont pas aventuriers du tout, c'est des aristofriqués. Et Addie, c'est le grand-mère feuillage d'Afrique. Donc quand il lui présente Chelsea à ces personnes-là, comme c'est sa vraie famille, il les considère comme sa vraie famille. Il considère que c'est comme présenter Chelsea à maman, papa et mon grand frère. Une étape importante, on le savait tous. Ça veut dire Charles et William... À un moment donné, il appelle Tige, il l'appelle maman, sans faire exprès, parce qu'elle lui dit de mettre de la crème solaire. Du coup, il continue à l'appeler maman. Ah, il l'appelle man et pas maman. C'est pas pareil. Il n'y avait qu'une seule maman. Oh là là. Alors, il est très content, mais il boit beaucoup d'alcool. Il boit beaucoup d'alcool parce qu'il ne va pas en Irak. Normalement, les soldats, c'est quand ils reviennent d'Irak, ils boivent beaucoup d'alcool pour oublier l'Irak, mais lui, il est contrarié de ne pas aller en Irak, donc il est alcoolique. Alors, en rentrant en Grande-Bretagne, constatant qu'il avait un problème d'alcool, il demande à voir son commandant, le colonel Ed Smith Osborne, qu'il admirait, il le fascinait. Maintenant que j'en parle, aucun des êtres humains que j'avais rencontrés n'était fait de la même trempe que lui. Les ingrédients de base étaient différents. Ferraille, paille de fer, sang de lion.
Physiquement aussi, il se distinguait. Il avait un visage long comme la tête d'un cheval, mais sans la douceur équine, une touffe de poils caractéristique sur chaque joue. Hmm. Il avait de grands yeux calmes, capables de sagesse et de stoïcisme. Donc il le supplie de le renvoyer en mission, sinon il va devoir quitter l'armée. En même temps, s'il va pas en mission, je vois pas l'intérêt. Ah, s'il part, ça a fait de la mauvaise pub à l'armée. En tant que soldat, il compatissait. L'idée d'être tenu à l'écart d'une bagarre le faisait frémir. Donc il lui dit qu'il peut pas l'envoyer en Irak, mais pourquoi pas en Afghanistan. Ah, c'est pour ça les talibans, parce que je me disais, c'est bizarre, il a tué des talibans, mais ils n'étaient pas en Irak. Tout s'explique. Il lui propose de devenir contrôleur aérien en Afghanistan. Donc les contrôleurs aériens, ils protègent les troupes au sol, ils lancent des raids, sans parler des missions de secours, rapatriement sanitaire, etc. Alors là, il explique des trucs avec des degrés et des pilotes de chasse et c'est pas du tout intéressant. Ah, c'est un poste en or, tout le monde le voulait, il fallait donc falloir agir. Il sait pas comment marche le machin. Il fallait qu'il ait qu'il passe par le processus de certification. Chapitre 5. Il va s'entraîner à se servir du truc pour voir les avions. C'est pas du tout intéressant, je suis désolée. Il boit un verre de jus d'orange tous les matins, un bol de porridge, un petit déjeuner anglais complet, et puis il va sur le terrain. Alors il apprend à guider les avions au-dessus de la campagne. Oh, j'aurais craché toute l'aviation britannique. Donc il apprend l'avion, il attaque des cibles et c'est Harry qui lui dit où est la cible. Évidemment, il n'attaque pas vraiment des cibles parce qu'ils n'ont pas bombardé la campagne anglaise, ça aurait été problématique. Chapitre 6. Une fois terminée sa formation de contrôleur aérien avancé, il devait se préparer à partir au front. J'ai ramassé notre collègue, il était par terre, il voulait venir, il voulait participer. Il aime beaucoup les aventures de Harry. Non, tu bois pas mon thé. L'armée décide de l'envoyer s'entraîner à Sandringham. Il va dans un petit établissement moins loin, un petit établissement modeste, où c'est 100 livres la chambre standard. Donc il va vraiment dans un truc miteux, vous vous rendez compte, 100 livres, c'est vraiment pour les gueux. Hein. Chelsea, alors il s'entraîne avant de partir en Afghanistan. À Sandringham. Il doit le dire à personne parce que si la presse sait qu'il va partir en Afghanistan, ils vont le dire et ça va encore être il va pas pouvoir partir. Donc Chelsea lui en veut parce qu'il lui dit pas où il va ni ce qu'il fait. Chapitre 7. Charles est au courant et il est à Sandringham chez la reine pendant ce temps-là et il n'est jamais passé le voir. Pour le laisser respirer, il imagine. Et il n'était toujours pas sorti de sa phase lune de miel, même si le mariage remontait déjà à 2 ans. Sacré Charles. Donc Charles retrouve Harry en train de guider un avion, il est en quad dans un marais. Charles est ravi parce qu'il voit que Harry travaille dur. Et Harry dit « Papa avait toujours été un bosseur. Il croyait au travail, tout le monde doit travailler, disait-il souvent. » Mais qu'est-ce qu'il faisait ? Il faisait quoi ? Qu'est-ce qu'il a fait ? C'était quoi son métier ? Il mettait pour sa part tant d'acharnement à essayer de sauver la planète que son labeur était aussi une sorte de religion. Il passe son temps en jet privé, mais il essaye de sauver la planète parce qu'il va planter 3 fleurs dans son jardin. Non mais... Depuis des décennies, il s'escrimait à sonner l'alerte sur le dérèglement climatique sans jamais flancher. Il s'endormait dans l'état de courrier quand il était petit et il se réveillait d'un coup avec une lettre collée sur le front. Non mais, faut arrêter un peu. Hein. Il croyait au travail, il croyait aussi à la magie des vols aériens. C'est... comment dire ? Moi je prends l'avion, hein, je juge pas, mais ça me semble un petit peu incompatible quand même. Les villageois qui habitent à côté de Sandringham, ils sont furieux parce qu'il y a des avions qui rasent les toits de leur maison, ils sont pas super ravis. Tous recevaient comme réponse « Ainsi va la guerre ». Voilà, c'est tout ce que ça lui évoque. Alors moi j'ai grandi à côté d'une base aérienne, et ils faisaient vraiment chier avec leurs avions. On pouvait pas regarder un film tranquille, à chaque fois il y avait un avion qui passait le mur du son ou j'en sais rien là, c'était insupportable. Une fois ils avaient rasé le toit de la maison, c'était un avion, je sais pas ce que c'était, mais c'était horrible, hein. Les murs ils avaient tremblé. J'avais téléphoné à la base de Solenzar pour gueuler et ils m'avaient dit c'est l'aérodrome de Ghisonaccia. Non mais en plus ils mentent, c'est l'aérodrome de Ghisonaccia qui a des mirages. Alors,
Charles a donc rejoint Harry dans une espèce de marais avec son Audi, et Harry était dans le marais avec son quad et il dirigeait le Typhoon. Et ensuite, Charles s'en va, et alors que sa voiture s'éloignait sur le chemin, j'ai dit au Typhoon, nouvelle cible, Audi grise, sur le sentier direction sud-est depuis ma position vers une grande grange en tôle orientée est-ouest. Oh, il a essayé d'assassiner Charles. Le Typhoon a suivi papa et survolé son Audi à basse altitude, manquant de faire voler les vitres en éclats. Mais il l'a finalement épargné sur mes ordres. Il est allé réduire en miettes une grange en tôle. J'espère que Charles, il a lu ce chapitre, hein, parce qu'il l'a échappé belle. Son fils a voulu l'assassiner avec un avion de guerre.